Bonjour à tous, c'est Carnage Boy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va encore faire un top 10, mais cette fois différent, vu que ça va être un top 10 de mes films de super-héros préférés. Alors, je sais que je dis à chaque fois, mais vraiment, ce que je vais dire, c'est totalement subjectif. C'est mon classement et je sais, et il y a de très fortes chances que beaucoup d'entre vous ne soient pas du tout d'accord avec ce classement. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais respectueusement s'il vous plaît. D'autant plus que il y a beaucoup de films de super-héros dont j'aurais aimé parler, mais du coup j'ai dû faire des choix qui m'ont pesé. Mais bon, voilà. Donc j'ai vraiment fait un classement de tous les films de super-héros que j'ai vus de ma vie jusque-là. Et j'en ai sorti mes 10 préférés. Donc, on est parti. Numéro 10, The Batman. Alors, il faut savoir que j'étais quand même assez dubitatif à l'idée d'avoir encore un film sur Batman. C'est-à-dire que je m'attendais pas à un mauvais film, mais voilà, je trouve qu'on est dans une période où même si on fait encore de très bonnes choses, on surutilise un peu trop le personnage de Batman. Je pense qu'il faut un peu le laisser de côté pour le moment avant que qu'on revienne qu'on ait un nouveau Batman et Robin. Mais donc voilà, c'était légèrement dubitatif face à ce film et bah c'est un film absolument incroyable. Je vous dis, je m'attendais à un film bien. Mais comme je suis habitué à l'univers de Batman, que je pense en connaître les codes, parvenir à être en mode waouh devant un film Batman, vraiment faut le faire. Donc vraiment, ce film est excellent. On nous présente un nouveau Batman et à la fois il est très original et en même temps on sait que c'est bien Batman. Euh, mais c'est pas un copier-coller des précédents. Robert Pattinson est excellent autant en Batman qu'en Bruce Wayne torturé. Le Sphinx, j'ai toujours su qu'on pouvait faire un bon méchant avec le Sphinx, que c'était un méchant avec beaucoup de potentiel. Mais alors là, c'est pas du tout comme ça que je l'aurais imaginé, mais il était à la fois impressionnant et terrifiant. Et il y a aussi il y a vraiment aussi un jeu d'enquête, un jeu d'aspect policier très réussi. La romance entre Batman et Catwoman, je trouve que c'est la meilleure romance de toutes les œuvres visuelles de Batman que j'ai vues. Vraiment, tous les personnages sont réussis, même ceux qui sont relégués à un second plan alors qu'ils pourraient être plus importants, comme le pingouin, sont extrêmement divertissants. Et, euh, et voilà, et donc c'est vraiment excellent. Est-ce que je serai chaud pour une suite? Je sais pas, peut-être, mais quoi qu'il en soit, c'est mon 10e film de super-héros préféré. Numéro 9. Je vais peut-être en surprendre certains. Les Éternels. Alors, il faudra vraiment qu'on m'explique pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas ce film. Je veux dire, vous le trouvez vraiment chiant. D'un côté, il y a quand même il y a quand même il y a beaucoup de scènes d'action déjà, il y en a quand même pas vraiment pas mal. Et ensuite, c'est justement ça qui le rend si bien qu'il n'y a pas qu'il y ait pas de l'action H24. C'est les Éternels, ça a quand même réussi le défi de nous présenter une toute nouvelle équipe de 10 personnages qu'on n'avait jamais vus jusque-là et de nous attacher à eux. Et c'était réussi.
Vraiment, tous les éternels, dans une équipe de 10, arriver à donner une bonne personnalité à chacun de ses membres, faut le faire. Tous les éternels sont vraiment réussis. Il y en a que j'aime, il y en a que j'aime, il y en a que j'aime un peu moins que d'autres. Mais au-delà de ça, la philosophie du film, l'interrogation morale, parce qu'en plus, les Éternels, en soi, c'est pas vraiment une équipe de super-héros, donc qu'est-ce qui les force à en devenir, justement. Euh, donc, euh, le dilemme moral, ce qui est génial en plus dans le dilemme qui est posé, c'est que, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait avoir ce dilemme? Rien ne nous oblige à l'avoir. Et il y a vraiment une évolution. Les acteurs sont tous au top. Richard Manner, bon, en même temps, il a joué dans Game of Thrones, pas surprenant que sa performance soit exceptionnelle, mais quand même, c'est vraiment un film qui s'éloigne beaucoup des codes du MCU, mais c'est vraiment le genre de film dont on a besoin. Un film à l'aspect mythologique très intéressant, qui va dans des directions, qui prend le risque de nous présenter des personnages totalement inconnus sans faire de lien avec le reste du MCU ou très peu de lien. Et le résultat, il est excellent. Numéro 8, Logan. Alors, il faut savoir que j'adore vraiment les films X-Men. Et, euh, et Logan, je l'adore tout autant. C'est un film, c'est quand même un film, c'est un film extrêmement violent, mais sa violence n'est pas gratuite. Elle sert le propos de l'aspect bestial qu'a Logan en lui. Et en fait, je veux pas trop spoiler pour ceux qui aimeraient découvrir le film, mais la performance des acteurs est magistrale. On est en tension tout le long. On a une tristesse en pensant à ce que c'était l'univers des X-Men au début et à ce que c'est devenu, mais pas dans le mauvais sens, dans le sens à comment les choses ont pu prendre une tournure si tragique. Euh, et euh, et c'est vraiment la meilleure conclusion qu'on puisse avoir pour un personnage. C'est euh, c'est extrêmement brutal, mais c'est une violence qui sert le propos du scénario et aussi la lassitude de Logan qui en a marre de pour sauver le monde devoir toujours être le bourrin animal qui a les mains recouvertes de sang. Numéro 7, un autre film X-Men, X-Men, le commencement. Alors, le principe peut me laisser dubitatif. C'est Charles Xavier et Magneto quand ils étaient jeunes. Et moi, normalement, je suis pas trop pour ce genre d'histoire, pour ce genre d'histoire. Je préfère quand on laisse une part d'ombre. Mais là, je pense que c'est vraiment une des meilleures origin stories de tous les films de super-héros qu'on ait. Déjà James McAvoy et Michael Fassbender reprennent parfaitement les rôles de Ian McKellen et Patrick Stewart. Il leur donne un style propre et en même temps on se dit ah, donc en fait c'est comme ça qu'il était quand il était jeune. Ouais, ça marche. Ça permet aussi de donner beaucoup plus de profondeur à des personnages comme Mystique, parce que Mystique, qui est devenu un des personnages les plus intéressants des films X-Men, on oublie que son X-Men le commencement, il ne le serait pas. Dans les trois premiers X-Men, c'était juste l'acolyte sans personnalité de Magneto.
Et là, du coup, on lui a accordé une complexité génialissime. La mise en scène est brillante. La façon dont tous les pouvoirs sont utilisés est extrêmement créative. Et la façon dont le conflit se crée peu à peu entre Charles et Eric, et aussi à partir de quel moment est-ce qu'ils sont passés d'une simple divergence d'opinion à un conflit direct. Euh, ça aussi, euh, Ça aussi, c'était très bien. C'était très bien. Ça permet en plus de rendre Eric encore plus attachant. Encore plus attachant. Donc, est-ce que du coup, si on commençait X-Men, si vous commencez X-Men, je vous recommanderais de commencer par X-Men le commencement. Alors, hum, bah, bah non, parce que d'un côté, si vous voulez, parce que comme Mystique dans les trois premiers films X-Men n'a vraiment pas de personnalité, vous seriez très déçu de commencer par le commencement, voilà, et ensuite les trois premiers films. Donc, en vrai, regardez-les dans l'ordre. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et X-Men le commencement, c'est clairement un film que je ne suis pas prêt d'oublier. Numéro 6. Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Alors, rangez ce pistolet. Non, oui, j'ai dit volume 2 et pas volume 3. Et oui, c'est un des films du MCU dont on parle le moins. Mais je l'adore. L'imagerie est magnifique. La mise en scène est parfaitement cadrée. Tous les acteurs sont au top. Et les méchants, mais c'est quand même à la fois les méchants les plus drôles et en même temps aussi ils font partie des plus flippants du MCU. Les souverains, les souverains qui sont risibles tellement ils se prennent pour des êtres supérieurs alors que ce sont juste de grosses idiotes qui se sont fait arnaquer par Rocket. Mais en même temps, elle cause le gros bordel. Et puis, euh, et puis surtout, je vais pas dire le troisième méchant parce que ce serait un spoil, mais Taserface. Et ça, c'est quand même je crois que c'est mon running gag préféré de tout le MCU. Et en même temps, mais ça te prend vraiment le cœur. Il y a des scènes où moi j'éclatais, où moi vraiment j'avais un fou rire, j'avais un fou rire, et l'autre où j'étais waouh. Euh, la scène, la scène où des ravageurs sont expulsés dans l'espace, je savais déjà qu'elle allait arriver, mais j'étais pas bien pendant cette scène. Alors qu'en plus, pour la plupart, c'était des méchants. Mais j'avais le cœur, mais j'avais le cœur plus serré. Enfin, j'étais pas triste, mais j'étais. Wow. Et pareil pour la révélation que je connaissais déjà, mais qui m'a quand même fait oh putain. Et évidemment, la fin. Je savais aussi comment ça se terminait, mais j'avais du mal à parvenir mes larmes. C'est vraiment. En plus, c'est vraiment là que je me suis rendu compte effectivement à quel point les gardiens de la galaxie évoluent tous à leur manière. Mais vraiment tous. Et d'une manière à laquelle on s'attend pas du tout. Peter il accepte son humanité et son imperfection. Gamora, il accepte d'ouvrir ses sentiments. Drax, il accepte d'arrêter de jouer au bourrin con et d'assumer sa sensibilité. Groot, il accepte de garder son innocence entre guillemets enfantine, mais de plus être inconscient. Rocket,
il arrête de dissimuler sa fragilité émotionnelle sous une carapace de cynisme. Et bon, je vais pas dire pour les trois autres parce que ce serait du spoil, mais voilà. Mais voilà, donc c'est même encore aujourd'hui, c'est un des films du MCU qui m'émeut le plus. Et pour moi, c'est un des films de super-héros les plus beaux et les plus touchants émotionnellement. Alors là, les amis, nous allons rentrer dans le top 5. Donc, si vous avez un flingue, si vous avez une batte de baseball ou un katana, veuillez les ranger. Numéro 5, Les Indestructibles 2. Alors, oui, je mets un Disney. Mais c'est un film de super-héros, on va pas se mentir. Alors, vous vous dites pourquoi Les Indestructibles 2 et pas pour Les Indestructibles, tout court. Alors, Les Indestructibles 1 était excellent et le propos sur les super-héros était brillant, mais j'ai revu Les Indestructibles 2 et pour moi, c'est un des films de super-héros qui utilise de la manière la plus intelligente, qui interroge de la manière la plus intelligente mais la nature des super-héros et comment les gens l'aperçoivent. Évidemment, d'un côté, on te fait le coup classique de la société qui les rejette parce qu'ils considèrent que c'est des dangers, mais de l'autre, t'as ceux qui voient ça comme un spectacle, ceux qui trouvent que ça les affaiblit, ceux qui s'en servent comme monnaie de distraction. Et tout ça dans un film pour enfants, mais je veux dire, mais tous les messages politiques et sociaux qu'il y a dans ce film, sont brillants, sont brillants. Et surtout, et surtout, le méchant, c'est l'incarnation même du cynisme. C'est l'incarnation même de tous les haters de Disney, des super-héros, des Star Wars, qui s'amusent à descendre sur ces films parce qu'ils croient parce qu'ils croient en de bons sentiments et qui préfèrent que croire en rien, ça les rend, enfin qu'être cynique et mature, ça les rend intelligents. Euh, et la Seagirl aussi, qui en devenant un symbole se fait manipuler malgré elle qui se fait manipuler malgré elle, les problèmes familiaux, tout ça, les scènes d'action qui sont toujours aussi brillantes. Mais vraiment, on pourrait faire une dissertation. Le message politique et toutes les réflexions, toutes les interrogations dans Les Indestructibles 2 sur la nature des super-héros et sur les gens en général, la perception du public, la propagande, la manipulation, tout ça, c'est incroyable. Donc, numéro 4, X-Men. X-Men 1 pour ceux qui voudraient. Alors, pourquoi est-ce que je le mets? Parce que pour moi, si vous aviez vu la vidéo de l'aventurier masqué, vous le sauriez. Bah, pour moi, c'est le meilleur film X-Men parce que c'est celui qui a tout introduit de la meilleure façon possible, qui nous a présenté tous ces personnages qu'on va suivre, tous ces personnages ultra attachants. Magneto, qui dès le début est un méchant qui est un méchant brillant, où dès la première scène, tu comprends à quel point là, t'es pas devant un truc de super-héros comme les autres. C'est absolument, c'est absolument parfait. Ce film, en plus, les effets spéciaux vieillissent très bien. Et les scènes d'action sont pas forcément spectaculaires, mais justement, c'est ça qui les rend aussi cool. Montrer que, bah oui, les enjeux là, forcément, ça peut pas être des enjeux
au niveau de l'univers. Mais voilà. Numéro 3, Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc, bon, donc là, je pense pas que beaucoup de gens vont me descendre. Et ce que je vais dire pour expliquer mon choix, ça sera pas très original, parce qu'en plus, je vous l'ai déjà dit, entre l'animation excellente, les combats grandioses, le parfait mélange de voltige avec l'animation, les personnages qu'on connaît déjà qui sont super bien exploités et les nouveaux qu'on découvre qui sont très intéressants, notamment un, mais je ne dirai pas lequel, c'est un secret, euh, qui interroge aussi et qui interroge encore mieux que les Indestructibles 2, la responsabilité d'un super-héros. Parce que, non, je dirais pas qu'il interroge mieux, mais c'est différent. Parce que les Indestructibles 2, c'est surtout la perception, la façon dont les gens vivent dans un monde de super-héros. Tandis que Spider-Man Cross the Spider-Verse, c'est être un super-héros. Donc, c'est brillant, ça prend jamais. L'humour marche super bien en plus. Et ça prend jamais son public pour des cons parce que les questions que le film pose, ben, il est conscient qu'il n'y a pas une réponse. Donc, vraiment, j'adore. Et vraiment, prenez tout votre temps pour faire le troisième. Parce que, bah, on va s'armer de patience. Si c'est pour avoir un truc encore plus grandiose, ça vaut vraiment le coup. Numéro 2, The Dark Knight. Là encore, je pense pas avoir besoin de dire grand chose. Et je veux dire, le film de super-héros, le film noir de super-héros par excellence. Celui avec un méchant exceptionnel, où tous les acteurs sont géniaux, où les scènes d'action sont réussies, où l'univers est bien développé, où l'interrogation sur la nature de Batman et aussi et aussi la façon si facile dont Gotham pourrait plonger dans le chaos. Vraiment, tout est génial dans ce film. Et la fin, même aujourd'hui, et ça c'est rare, me file des frissons tellement je me dis. Ah waouh. Et du coup, vous vous dites, pour être devant tous ces films, le numéro un, qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, pour la dernière fois, s'il vous plaît, rangez vos pistolets. Parce que là, vraiment, je sais pas, mais je pense que très peu de gens vont m'acclamer pour ça. Donc, numéro un, Superman de 1978. C'est un film que les gens commencent à oublier. Et je trouve ça extrêmement dommage. Pourquoi? Parce que c'est pour moi le meilleur film de super-héros de tous les temps. Outre l'aspect technique, c'est-à-dire les effets spéciaux magnifiques qui n'ont pas du tout mal vieilli, pour moi, tout dans ce film est parfait. Les acteurs qui sont tous mémorables, les personnages très bien établis, l'univers, la façon dont les pouvoirs sont utilisés et le schéma narratif. Le début sur Krypton et comment les choses se mettent en place et comment les choses se mettent en place petit à petit jusqu'au climax qui, même s'il n'est pas spectaculaire, est pour moi excellent.
Et voilà, je trouve vraiment, je n'ai vraiment rien à dire sur ce film. C'est vraiment un film, c'est vraiment un film qui te fait rêver, qui te montre que Superman, contrairement à ce qu'on en dit, n'est pas du tout un personnage manichéen. Et ils arrivent à faire ça sans nous faire une histoire où est-ce que Superman va devenir méchant. Ils arrivent à nous montrer qu'il est pas et à nous montrer ses dilemmes sans faire un truc de est-ce qu'il va sombrer dans le côté obscur. Lex Luthor est très réussi. La romance entre Superman et Lois Lane est adorable. Et, euh, et bah, j'ai pas d'autre argument, c'est juste que c'est le film qui m'a le plus et c'est le film qui m'a le plus touché, le film qui pour moi regroupe tout ce qu'un film de super-héros doit avoir: de bons effets spéciaux, de bons acteurs, de bons personnages, une bonne structure narrative, un univers intéressant, de bonnes scènes d'action, une bonne musique. Et pour tout vous dire, je me suis même posé la question à l'époque de est-ce que ce ne serait pas un meilleur film que Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir. Voilà. Donc écoutez, on va s'arrêter là, hein. Je vais permettre à vos ordinateurs d'avoir un peu de répit. Ils doivent être fatigués à force de cette prise des dizaines de balles. Cette prise des dizaines de balles. Donc n'hésitez pas à m'écrire votre top dans les commentaires, à me suggérer des idées pour des prochaines vidéos. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde!